Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. C'est un ouf de soulagement pour le tissu industriel de la ville de Sia. Une nouvelle centrale thermique de 26,4 MW a été officiellement mise en service par le ministre de l'Énergie. Un projet stratégique entièrement financé par l'État à hauteur de 33 milliards de francs CFA. Nous irons à Bobo-Dioulasso dès le début de ce journal. Une offensive gouvernementale de grande envergure contre le paludisme et la dengue. Plusieurs ministres ont officiellement donné le coup d'envoi de la première édition des Journées nationales de lutte anti-vectorielle. L'objectif affiché est clair, détruire systématiquement les nids de moustiques pour couper la chaîne de transmission de ces épidémies. Et puis, sécurité urbaine dans un contexte volatile. C'est la première œuvre de notre expert senior en sécurité, Éric Balimon, dont la dédicace est intervenue la semaine dernière. Nous en parlerons dans ce journal dans le cadre de la rubrique dédiée aux clés de la sécurité. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Il s'est ouvert le deuxième forum des ministres chargés de l'action humanitaire ce lundi à Ouagadougou. Un forum couplé à la deuxième réunion des ministres chargés du genre de la Confédération AES, placée sous le haut patronage du camarade Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre. Ces deux rencontres se tiennent respectivement sous le thème de l'urgence à la résilience vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES. Quant à la réunion des ministres chargés du genre, elle se penchera sur le thème mise en œuvre des référentiels nationaux de développement des pays de l'AES, contribution des femmes à la construction d'un espace souverain, résilient et prospère. Eliasa Badiel, Claudine Ouédraogo. Les acteurs de l'humanitaire et du genre, notamment des universitaires, des instituts de recherche et de formation, des experts nationaux, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile et du secteur privé. Et ils sont venus des 3 pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour se pencher sur les enjeux humanitaires et surtout apporter des réponses aux défis humanitaires des pays membres de l'AES. Une rencontre qui se tient après Bamako 2025 autour des enjeux des populations, notamment les filles et les femmes. Selon le Premier ministre, l'action humanitaire se doit d'être transparente sur un fond de levier de dignité humaine. Comme vous le savez, les pays de l'AES sont confrontés à des défis sécuritaires et humanitaires majeurs. Cette situation a des effets différenciés sur les populations, notamment sur les femmes et les filles qui sont particulièrement exposées à certains risques tout en jouant un rôle majeur dans la résilience des familles et des communautés. Face à ce contexte complexe, les États membres de l'espace confédéral ont engagé une coopération renforcée, fondée sur la souveraineté, la solidarité régionale et la recherche de solutions endogènes. Cette volonté politique traduit l'ambition des dirigeants de bâtir une gouvernance autonome, mieux coordonnée et centrée sur les besoins réels des populations. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération et la coordination des actions et des politiques publiques en matière d'égalité et d'autonomisation des femmes au sein de l'espace AES afin de promouvoir un modèle intégré. De façon spécifique, il s'agira d'identifier les mécanismes pertinents de prévention et d'anticipation des crises, de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations du premier forum humanitaire de l'AES et de la feuille de route sur la déclaration de Niamey, de procéder au lancement officiel de la plateforme régionale des femmes de l'AES. Au nom de nos équipes des 3 pays, je voudrais réaffirmer notre engagement à travailler aux côtés des États membres de la Confédération des États du Sahel. Nous le ferons dans l'esprit du respect, d'écoute, de dialogue et de partenariat. Nous continuons à soutenir les efforts nationaux. Nous continuons à investir dans les capacités locaux. Nous continuons à écouter les populations. Et lorsque les personnes sont confrontées à des besoins urgents, nous continuons à faire tout ce qui est possible avec les autorités et nos partenaires pour que l'appui nécessaire puisse les parvenir
de manière sûre, digne et équitable. À travers les décisions qui seront issues de cette rencontre, nous nourrissons l'espoir de voir s'ouvrir une nouvelle étape dans la mise en œuvre des engagements de la Confédération des États du Sahel. Une étape au cours de laquelle les orientations politiques se traduiront concrètement par des programmes structurants suffisamment financés, assortis d'indicateurs de résultats et produisant des améliorations tangibles dans les conditions de vie des femmes, des filles et des communautés. En rappel, ces deux rencontres se tiennent sous le thème de l'urgence à la résilience vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES. Quant à la réunion des ministres chargés du genre, elle se penchera sur le thème mise en œuvre des référentiels nationaux de développement des pays de l'AES, contribution des femmes à la construction d'un espace souverain, résilient et prospère. C'est par une visite des stands que la cérémonie d'ouverture du deuxième forum des ministres chargés de l'action humanitaire, couplée à la deuxième réunion des ministres chargés du genre et de la Confédération AES, a pris fin. Progressivement mais sûrement, le Burkina Faso est en train de bâtir son indépendance énergétique. Après l'inauguration de la centrale thermique de Pabri le 21 juillet dernier, le ministre Yacouba Zabri, à la tête d'une délégation, a procédé à la mise en service de celle de Bobo 2 ayant une capacité de 26,4 MW avec un coût global de plus de 33 milliards de francs CFA. Cette centrale a été réalisée en 15 mois sur fonds propres avec près de 90% de sa matière grise produite au Burkina Faso. L'une de ses particularités est qu'elle a été réalisée par une entreprise 100% burkinabé. Abdul Kader Ouedraogo, Vincent Kabouri. Plus rien n'arrête le gouvernement burkinabé dans la quête de sa souveraineté énergétique. Elle était promise, désormais elle est une réalité. Une réalité bien visible dans le quartier Lafia-Bougou de Bobo-Dioulasso, même de l'extérieur de la cour. La centrale thermique de Bobo 2 est ce matin mise en production par le patron du ministère à charge de l'énergie pour répondre à une demande énergétique en pleine croissance. Sous ce bâtiment haut de plusieurs mètres, 3 groupes électrogènes équipés de moteurs MAM de dernière génération, ayant 18 cylindres de diamètre 32 cm, avec une puissance totale de 26,4 MW qui tourne en régime continu. Cette centrale, implantée sur une superficie de près d'un demi-hectare, est minutieusement commandée depuis cette salle. Mais pas que ça. L'infrastructure comporte en outre des cubes de stockage d'une capacité totale de 1330 m3 pour stocker le combustible, l'eau et les bouts de vidange. L'infrastructure dispose également d'un système d'évacuation avec 3 transformateurs de 12 MVA. La centrale dispose en outre d'un ensemble d'installations auxiliaires indispensables à la fiabilité et à la sûreté de son exploitation. Il s'agit premièrement du système de refroidissement par aéroréfrigérant, deuxièmement du système de traitement du combustible et d'huile, troisièmement du système de traitement de l'eau par osmose inverse, quatrièmement du système d'air comprimé, cinquièmement du dispositif de détection et de lutte contre l'incendie, sixièmement du système de supervision SCADA et de vidéosurveillance, septièmement d'un groupe électrogène secours de 1250 kVA. Financée à plus de 33 milliards de francs CFA par l'État burkinabé, la centrale thermique de Bobo 2 est le fruit de la contribution du peuple burkinabé. Exécutée en seulement 15 mois, le gouvernement salue non seulement le respect du délai, mais aussi la qualité des travaux menés sur le site et rappelle que ces efforts s'inscrivent dans la dynamique actuelle, celle de lutter contre la dépendance énergétique. Cette nouvelle centrale est constituée de 3 grands moteurs d'une capacité totale de 26,4 MW qui porteront la puissance totale de Bobo 2
de 60 MW à 86,4 MW. Chers camarades, chaque franc investi ici provient de l'effort national pour bâtir ensemble un Burkina debout, résilient et souverain. Avec la mise en service de cette nouvelle centrale, nous augmentons immédiatement la capacité de production nationale afin de réduire les interruptions de fourniture. Nous offrons aussi et surtout une énergie plus stable aux unités industrielles et marchandes de la région pour relancer l'emploi et la création de richesses, et nous apportons aussi un confort accru à des milliers de foyers. Cette nouvelle centrale, qui apporte aussi une réponse urgente et indispensable à la demande grandissante d'électricité, s'inscrit dans une stratégie globale, celle de la souveraineté énergétique, celle de faire de l'énergie le moteur de la transformation structurelle de notre économie. Progressivement mais sûrement, le pays des hommes intègres est en train de bâtir son indépendance énergétique avec parfois des entreprises locales. De la conception à la réalisation de ce chef-d'œuvre, une entreprise burkinabé. Il s'agit de l'entreprise Projet Production Internationale, connue sous le nom de PPI BFSA. Nous avons rencontré son administrateur général. Pour lui, cette réalisation est la preuve que le savoir-faire, ce n'est pas ce qui manque au Burkina Faso. 90% de la matière grise des mains qui travaillent sur ce projet, ce sont des Burkinabés. Et on est très fiers de ça. Vous savez, c'est vraiment une fierté, d'arriver à relever ce genre de défi et d'arriver à le mener dans des délais raisonnables, comme a dit son Excellence, le ministre, tout à l'heure, le ministre de l'Énergie, et de le faire avec des compétences locales. Parce que ça veut dire, encore une fois, personne ne naît avec des connaissances. On les acquiert. Et si on est comme une éponge, on arrive à acquérir des choses et à pouvoir faire des choses. Ce qu'on sème aujourd'hui, on va récolter demain. Et comme pour marquer cette action historique dans les archives du pays, le livre d'or a été signé par le camarade ministre de l'Énergie. Pour rappel, le 21 juillet dernier, le Premier ministre avait procédé à l'inauguration de la centrale thermique de 50 MW de Pabri. Après celle de Bobo 2, le rendez-vous est pris les jours à venir pour la mise en service des centrales de 27 MW de Koudougou et de 25 MW de Kaya. Des actions qui permettront de renforcer significativement les capacités nationales de production. Le gouvernement burkinabé a lancé la première édition des Journées nationales de lutte antivectorielle, co-présidée par les ministres d'État Émile Zerbo et commandant Ismaël Sombier, en présence du ministre de la Santé. Cette initiative citoyenne invite chaque Burkinabé à détruire les nids de moustiques pour éradiquer la propagation du paludisme et de la dengue. Omaïssa Sana. C'est le ministre de l'Agriculture qui, au volant d'une pelle hydraulique, a officiellement lancé les Journées nationales de lutte antivectorielle à Ouagadougou. Cette initiative, qui a mobilisé des ministres, des chefs traditionnels et des citoyens, vise à lutter contre les lieux de reproduction des moustiques. Saluant cette action, le ministre de l'Administration territoriale a rappelé la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui affirme que pour vaincre le paludisme, il faut d'abord éradiquer les gîtes larvaires. J'engage les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets, présidents de délégations spéciales à inscrire les opérations d'assainissement parmi les priorités de l'action territoriale. Les communes doivent intensifier les campagnes de curage de caniveaux, de gestion des déchets, d'évacuation des eaux stagnantes et de sensibilisation des populations qui elles-mêmes ne doivent pas rester en reste. Leur participation est essentielle. Elles doivent participer à vider les eaux stagnantes, couvrir les récipients, nettoyer les abords des habitations, éliminer les gîtes larvaires et se débarrasser des pneus usés qui sont autour de leur maison. Ce geste paraît être un geste simple,
de certains gestes qui sauvent des vies. De son côté, le ministre de la Santé salue les progrès déjà accomplis, marqués par une baisse encourageante du nombre de décès liés au paludisme en 2025. Cependant, il insiste sur le fait que la vigilance doit rester maximale et exhorte l'ensemble de la population à redoubler d'efforts dans l'entretien et l'assainissement quotidien de leur cadre de vie, une condition indispensable pour accélérer et réussir l'élimination définitive du paludisme au Burkina Faso. Ce matin, vous avez pu constater la mobilisation du gouvernement. Il y a 2 mois, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, appelait déjà à renforcer les efforts dans la lutte contre les maladies. Il insistait notamment sur la nécessité de maintenir propres nos concessions, nos quartiers et nos villes. C'est dans cette dynamique que depuis l'année dernière, plusieurs actions ont été engagées conformément aux orientations du président. Ces initiatives commencent déjà à porter leurs fruits avec une baisse de plusieurs maladies au Burkina. Aujourd'hui, le président a appelé à redoubler d'efforts. C'est pourquoi plusieurs membres du gouvernement, aux côtés de la brigade La Balle, de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire et du programme national de volontariat, se sont mobilisés ce matin avec les chefs traditionnels et les populations. L'objectif est notamment d'assainir le canal et de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques, en particulier sur la nécessité d'éviter les eaux stagnantes dans les maisons et les récipients. Si nous nous mobilisons tous, nous pourrons renforcer la lutte contre les maladies et obtenir davantage de résultats. La réussite de cette campagne repose désormais sur l'engagement de tous. Du curage des caniveaux à l'élimination des eaux stagnantes, chaque geste compte pour réduire la prolifération des moustiques et protéger les populations. À travers ces journées nationales de lutte antivectorielle, le Burkina Faso entend ainsi renforcer la mobilisation collective pour parvenir à l'élimination du paludisme. Le paysage littéraire burkinabé s'enrichit d'un nouvel outil d'éveil citoyen intitulé Sécurité urbaine dans un contexte volatile. Le tout nouvel ouvrage de l'expert senior en sécurité Eric Balema a officiellement été présenté lors d'une cérémonie de dédicace préfacée par le directeur général de la police nationale et postfacé par le prophète Augustin Koko Kambou. Ce manuel de 181 pages se veut un plaidoyer fort pour une coproduction de la sécurité au Burkina Faso. Siaka Christa Lilio, Mariam Tandeyao. À l'instar de ses voisins du Sahel, le Burkina Faso fait face à des menaces en mutation rapide, terrorisme, criminalité organisée, cybercriminalité, radicalisation et guerre de l'information. Le danger a changé de visage et n'est plus toujours visible à l'œil nu. C'est à partir de ce constat lucide qu'Éric Balema a construit sa réflexion. À travers 15 chapitres denses, l'auteur rappelle une vérité essentielle: la protection de la cité et des vies ne peut plus être l'affaire exclusive des forces de défense et de sécurité. Elle exige désormais un engagement sacré et partagé entre l'État, les collectivités, les communautés et chaque citoyen. Il faut dire que la motivation est née d'un constat. Nos villes changent et les menaces également évoluent. Donc, même si vous faites un constat au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie, quand les gens viennent porter des plaintes, on se rend compte que pour peu que la personne ait une petite connaissance sur l'action criminelle, la personne pouvait quand même se soustraire vraiment du danger. Donc, la sécurité urbaine dans un contexte volatile, comme je l'ai dit, c'est un essai qui est pratiqué, c'est un essai de formation citoyenne. Donc, c'est pour donner vraiment aux citoyens des aptitudes à être des acteurs de leur propre sécurité en vue de contribuer maintenant à la sécurité collective. Loin des théories abstraites, sécurité urbaine dans un contexte volatile, ce livre se distingue par son approche pédagogique.
Dédicacée par l'auteur au chef d'état-major de la gendarmerie, l'œuvre est perçue comme un véritable manuel d'éducation citoyenne en ce sens que l'ouvrage utilise des illustrations de la vie courante et distille des conseils directement applicables. Je partage avec lui cette intime conviction que c'est dans l'union des cœurs, dans la complémentarité des actions, que nous offrirons une réponse juste et adaptée aux défis sécuritaires de l'heure. La cérémonie de dédicace m'offre l'heureuse occasion de saluer l'initiative de l'auteur qui met sa réflexion au service de notre pays en proposant un ouvrage consacré à un sujet dont l'importance ne cesse de croître. L'expérience démontre à souhait qu'aucun dispositif, aussi performant soit-il, ne peut réussir sans l'adhésion, la vigilance et la participation responsable des citoyens. L'auteur y passe au crible des thématiques cruciales, les fondamentaux de la vigilance, l'identification des menaces, la protection des cellules familiales, le rôle des médias, la prévention de la radicalisation des jeunes et le leadership communautaire. Un accent particulier est également mis sur la gestion des situations d'urgence ainsi que sur la résilience psychologique, indispensable pour faire face à la peur et à la psychose, afin de faire de chaque citoyen un acteur capable d'anticiper son environnement. J'ai rencontré qu'en milieu urbain, il y a beaucoup de types de menaces qui se manifestent. Et il y a ce qu'on appelle cette hybridation des menaces. C'est-à-dire que pour un simple vol de portable, on se rend compte que ça peut occasionner beaucoup d'autres dommages derrière. On peut prendre de l'ascendant sur le phénomène en renforçant notre collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Voilà pourquoi dans les livres, vous verrez que j'ai transcrit la sécurité urbaine comme étant une table avec 3 piliers. Et les livres spécifiquement intéressent plus le pilier qui est le plus faible, à savoir la population. Ce livre, on peut le trouver d'abord avec l'auteur. Voilà, on peut le trouver également à la librairie Jeunesse. On peut l'avoir également à la librairie Jacfa. Pour l'auteur, ce livre est avant tout un guide, une boussole pour voir ce qu'on ne nous a pas appris à voir. C'est une invitation puissante à abandonner la posture de spectateur pour devenir un acteur à part entière de sa propre sécurité. L'œuvre hautement recommandée pour fortifier la résilience collective est d'ores et déjà disponible pour le grand public au prix de 5 000 francs CFA. Voilà, et nous accueillons notre expert senior. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, camarades. Toutes nos félicitations pour cette belle œuvre de facture. Alors, dans votre ouvrage que nous venons de voir, Sécurité urbaine dans un contexte volatile, vous soulignez que la délinquance urbaine évolue de manière imprévisible. Alors, face à cette volatilité, comment les forces locales peuvent-elles anticiper des incivilités qui se coordonnent surtout en quelques minutes grâce aux réseaux sociaux? Ok, merci bien pour vos encouragements. Je tiens également à saluer la chaîne Impact TV parce que vous êtes également co-auteur avec moi. Parce qu'on écrit l'histoire là également ensemble. Il faut dire que pour l'action des forces locales, j'allais peut-être donner cette approche-là, à savoir la prévention. La prévention est une approche qui permet d'abord de prévenir. Et ces forces-là, dans leur mission régalienne, la prévention également occupe une très bonne place. Donc j'allais plus conseiller à ce qu'on mette l'accent sur la prévention. Et cette prévention aussi va demander quoi? La présence effective et visible des forces également dans les zones un peu criminogènes, dans les villes. Et je sais que depuis quelque temps, le ministère en tout cas est en train d'emboîter le pas pour vraiment donner plus d'efficience vraiment à cette approche-là. Et ça, vraiment, ça va contribuer à être visible dans la prévention et également à être présent pour réagir face à toute dénonciation ou face à tout signalement.
Et ça contribue également à être proche de nos populations. Parce que c'est une force de sécurité également qui n'est pas au rendez-vous, qui n'est pas présent et qui est loin des populations qu'elle est censée protéger. Ça aussi, ça peut créer un vide que l'ennemi peut occuper. Voilà. Alors, en rapport avec le phénomène, quels sont les conseils que vous pouvez donner face aux incivilités, à la petite délinquance? Ok. Il faut d'abord dire que la petite délinquance, surtout au niveau des jeunes, il n'y a pas qu'un seul facteur qui concourt à ce que l'enfant devient délinquant ou incivil. C'est pour dire quoi? C'est le corollaire de plusieurs facteurs qui amènent l'enfant à rentrer dans la petite délinquance. Et en ce moment, je vais caricaturer ça comme la partie visible d'un iceberg. Et les gens sont enclins à condamner les enfants quand ils commettent des bavures, quand ils commettent des bêtises ou bien des actes de délinquance. Mais or, au fond, il faut aller rechercher l'origine de ces actes-là dans carrément même l'éducation de cet enfant-là. Voilà pourquoi j'allais dire aux parents, soyez beaucoup à l'écoute de vos enfants. Il ne doit pas avoir de rupture de communication entre les enfants avec leurs parents. Parce qu'un enfant qui apprend à communiquer aisément avec ses parents aura aussi cette facilité également à exposer certaines difficultés ou bien certains vécus du dehors là auprès des parents pour demander des conseils. Ça, c'est un. J'allais encore demander également aux parents également d'avoir également une surveillance, pas pour dire que vous allez vous immiscer dans leurs intimités, mais ayez toujours un regard sur ce que les enfants font. Même pour les choses que vous n'arrivez pas à voir là, essayez de les surprendre pour voir réellement là, qu'est-ce qu'il en est. La preuve en est qu'aujourd'hui, avec les écrans, qu'est-ce que nos enfants regardent sur leur écran? Beaucoup de parents ne savent même pas ça. Or, aujourd'hui, beaucoup d'enfants les parents laissent leurs enfants être éduqués par ces contenus-là au niveau des écrans. Donc, ce qui demande également aux parents vraiment d'être beaucoup regardants quant aux pratiques des enfants. Et également, l'accompagner également de vos enfants. Ça aussi, c'est très important. Il faut savoir avec quel groupe votre enfant est fréquemment ami et il sort pour quel type d'activité avec ses pairs. Ça aussi, c'est important. Et j'allais encore demander aux parents, face à des groupes qui sont violents, qui entraînent vos enfants, évitez de faire front face à ces groupes-là. Les services sont là, les services compétents sont là. On vous demande de faire le signalement pour ne pas vous-même vous exposer à des représailles ou bien à une histoire de vengeance qui peut même se porter même sur votre enfant. Dénoncer, signaler et laisser les services compétents faire le travail avec bien sûr votre accompagnement. Ça aussi c'est important. Bon, voici en tout cas quelques conseils qu'on peut donner par rapport à la petite délinquance que nous rencontrons de façon courante dans nos villes. Quelle peut être la place de la société dans justement cette prévention? Parce qu'avant, on voyait que l'enfant appartenait à la société. Exactement. Aujourd'hui, on voit des parents qui sont contre ça. Comment est-ce que la société peut apporter sa contribution dans l'éducation de l'enfant? Je crois bien que la révolution est en train de réveiller cette responsabilité collective-là au sein de nos communautés. Et là, c'est très important. Et je crois le fait même qu'on soumet nos enfants à l'immersion patriotique, les parents aussi voient. Et quand les enfants aussi reviennent, ils regardent aussi les comportements. Ils voient aussi des changements. Et même aussi dans la vie civile, les parents ne doivent pas être inactifs. Et je sais que la révolution donne même ce ton-là, pour que nous puissions toujours vivre dans cet esprit collectif-là, même pour l'encadrement de nos enfants. C'est vrai, vous n'avez pas dit faux. Avant, c'était un peu difficile. Ton enfant était ton enfant. Personne n'osait même corriger son enfant. Mais ça doit rentrer dans nos habitudes aujourd'hui. Parce que nous voulons réellement un grand changement dans notre pays et ça ne peut réussir que quand nous sommes unis. Et cette unité aussi demande à ce que vous, parents, vous ne voyez pas sur comme comportement de votre enfant, que moi, si j'arrive à les voir, que je puisse aussi prendre aussi des mesures aussi par rapport à ça. Et c'est ce qu'on conseille beaucoup aux parents aujourd'hui. Et pour terminer, quels aménagements urbains faut-il adopter pour sécuriser les quartiers sensibles? J'allais renvoyer encore la balle à la cible de mon livre, qui est la communauté, la population. J'ai décrit
dans un chapitre dans les livres là, c'est-à-dire que la responsabilité des leaders communautaires. Dans les quartiers, on a les chefs de quartier, on a les chefs de village, on a les responsables religieux et tout ça. C'est-à-dire qu'ils doivent également s'impliquer dans la gestion de la sécurité dans leurs quartiers, dans les cités. Cela peut impliquer quoi? Que les gens même s'organisent. Que les gens même s'organisent. Et aller maintenant vers même les forces de sécurité et de défense, demander aussi leur accompagnement. Que chacun sache que, de par ma position, je suis voisin ou voisine à un autre voisin. Je dois pouvoir être son œil quand lui, ses yeux sont fermés. Et même dans notre culture, en Morée, on aime dire que notre gain ta yakungun. Bon, c'est pour dire quoi? Tu dors parce que ton voisin veille sur toi. Et cela doit être une réalité dans nos communautés. C'est pour dire que pour les questions sécuritaires, la communauté ne doit pas rester à la marge. Elle doit être même un pilier central. C'est comme je l'ai dit, la force d'une chaîne là, dans cette collaboration-là, ça réside dans le maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible ici, c'est la population. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Plein succès à votre ouvrage intitulé Sécurité urbaine dans un contexte volatile que l'on peut retrouver dans les différentes librairies de la place. La suite de ce journal, le Burkina Faso a remporté le tournoi UFOAB U20 2026 en battant le Nigeria sur le score de 4-1 en finale hier à 9 août au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Grâce à ce premier sacre historique dans la compétition, les étalons U20 se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en 2027 au Ghana. À cette occasion, le président du Faso, à travers un communiqué officiel publié sur la page Facebook de la présidence du Faso, a félicité chaleureusement l'équipe nationale des moins de 20 ans, tout en les invitant à rester unis dans le travail et la discipline pour défendre dignement les couleurs de notre chère patrie, le Burkina Faso. Et nous refermons ce journal avec la parole de sagesse de ce lundi 10 août 2026. Ta bouche est le directeur commercial de ta vie. Fais attention donc à ce que tu dis. Ta bouche est le directeur commercial de ta vie. Fais attention à ce que tu dis. Et c'est signé le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis Kaya, Dori et Bobo Djoulassou. Notre Père pour Jésus-Christ, le seul roi de gloire. Excellente soirée à tous et à toutes et à demain par la grâce de Dieu. Shalom.